Bienvenue dans Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Je suis heureuse de partager avec vous mes outils, mes recherches, mes expériences de thérapeute pour glisser des bulles de bonheur dans votre quotidien. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors, chaque début d'année, on y croit. Et puis, quelques semaines plus tard, les bonnes résolutions s'effacent. Et si le problème n'était pas votre manque de volonté ? Alors, dans cet épisode hors série, nous allons comprendre pourquoi les résolutions ne tiennent pas, ce que cela fait à l'estime de soi et surtout comment changer autrement. Cerveau, motivation, visualisation, whoop, des clés concrètes pour avancer sans se décourager et avec beaucoup plus de douceur. D'ailleurs, en préparant cet épisode, je me suis revue en train d'écrire 2 minutes de bonheur, 52 idées pour prendre le temps d'être heureux. Vous savez, le livre que je viens de sortir. À chaque chapitre, une même idée revient. Ce sont rarement les grandes décisions qui permettent de transformer sa vie. Ce sont plutôt les petits gestes que nous arrivons à vraiment tenir, les petits pas de côté. Et en écrivant, je me suis souvent demandé pourquoi nous nous mettons autant de pression avec des résolutions, alors que le bonheur et le changement se construisent souvent par petits pas, dans quelque chose de simple, de faisable et de profondément respectueux de soi. Allez hop, on est parti pour l'épisode. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! J'ai raté une séance de sport parce que la journée était trop chargée. Je n'ai pas pris ces 10 minutes pour souffler comme je me l'étais promis, et très vite quelque chose se passe à l'intérieur. Je ne me dis pas simplement aujourd'hui ce n'était pas possible, je me dis plutôt encore une fois, je n'y arrive pas. Je manque de discipline. Je savais bien que ça ne tiendrait pas. Et là, ce n'est plus la résolution qui est en jeu, c'est le regard que je porte sur moi. Et là, ça me chicote vraiment de voir à quel point cette petite voix est exigeante, parfois même violente. Comme si changer devait forcément passer par la pression et la dureté. Alors que dans le fond, je sais que cette manière de me parler ne m'aide pas à avancer. Elle m'épuise. Et si le vrai problème était la façon dont je me parle au moment même où j'essaye de faire autrement? Pourquoi donc ces résolutions de début d'année ne tiennent pas ? Eh oui, chaque début d'année, le scénario se répète. En janvier, on a la niaque, l'élan est là, la motivation est au plus haut et l'envie de bien faire aussi. Et puis, au fil des semaines, l'énergie retombe, la vie reprend son rythme et les bonnes résolutions s'effilochent. Ce constat est d'ailleurs confirmé par les travaux du psychologue britannique Richard Wiseman. Dans une grande étude menée auprès de plusieurs milliers de personnes autour des résolutions de début d'année, il montre que près de 9 personnes sur 10 ne tiennent pas leurs résolutions dans la durée. Et ce qui est intéressant, c'est que l'échec n'est pas lié à un manque de motivation, c'est surtout lié à la manière dont les objectifs sont formulés et intégrés. Pourquoi ? Parce que beaucoup de résolutions sont trop floues, comme je vais être plus zen, je vais prendre soin de moi, ou alors elles sont trop ambitieuses, passer de 0 sport à au moins 1 heure par jour, ou encore déconnecter du quotidien. Méditer chaque matin, quand les journées commencent, dans la course. Est-ce réalisable en fait ? Alors souvent, toutes ces résolutions sont prises dans un moment un peu idéalisé. Je vais faire bien, je vais faire mieux. Comme si le passage du 1er janvier allait faire de vous une autre personne, plus organisée, plus reposée, plus disciplinée. Enfin, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Alors ce n'est pas parce que quelque chose cloche chez vous, c'est parce que ces résolutions ont peut-être été construites sans tenir compte de votre réalité, votre rythme, votre fatigue, vos contraintes, vos besoins. Et vous imaginez une version de vous-même peut-être un petit peu idéalisée et vous oubliez la personne que vous êtes au quotidien. En fait, vous cherchez à vous adapter à vos résolutions et non vos résolutions à s'adapter à vous. Alors, qu'est-ce qui se joue vraiment dans ce changement ? Alors, beaucoup de résolutions reposent sur un plus à faire. Plus de sport, plus d'organisation, plus de calme, sans jamais interroger ce qu'il faudrait peut-être préserver ou alléger, comme la fatigue, la charge mentale ou le trop-plein. Déjà, ça c'est un premier constat.
En fait, tous ces paramètres-là ne sont pas pris en compte. Et du coup, le changement devient coûteux et difficilement durable. Si les résolutions sont difficiles à tenir, c'est aussi parce qu'elles vont à l'encontre de notre fonctionnement naturel aussi. Parce que, rappelez-vous, le cerveau, il aime la sécurité, il aime les habitudes, il aime ce qu'il connaît déjà. Il se méfie des changements brutaux, surtout quand ils demandent beaucoup d'efforts. Et beaucoup d'efforts d'un coup. Je vous renvoie pour ça dans notre épisode 200, se sentir heureux en musclant son cerveau. Et lors de résolutions, la motivation seule ne suffit pas. La motivation, aussi forte soit-elle au départ, ne suffit pas quand le contexte reste exactement le même. Même rythme, même contrainte, même fatigue. Je vous renvoie à notre épisode 125 sur entretenir sa motivation. Et oui, le changement n'est pas si facile. Alors entre la résistance au cerveau, nos croyances limitantes, notre peur de l'inconnu, le vrai changement demande du temps, de la douceur et un peu de lucidité. On y parle dans l'épisode 282, comment changer durablement. Alors, tant que vous ne tiendrez pas compte de tout ça, de votre motivation, du changement et de la manière dont fonctionne votre cerveau, ça va être compliqué d'y arriver. Et en fait, le risque, ce n'est pas seulement d'abandonner votre résolution, le risque surtout, c'est que cet abandon vient raconter la façon dont vous vous regardez et dont vous vous jugez. Parce qu'en fait, finalement, ne pas tenir ses résolutions, ça a souvent bien des conséquences sur votre estime de vous-même et souvent des conséquences bien plus profondes que celles que vous imaginez. Alors, la première étape, quand on ne tient pas sa résolution, c'est le découragement. Il commence parfois par un petit détail. Une séance de sport sautée parce que la journée a été trop chargée. Un matin sans méditation parce que le réveil a été compliqué. Un écart qui semble anodin. Et pourtant, plutôt que de reprendre simplement là où c'est possible, une petite pensée s'installe. Ah là là, j'ai déjà raté. Une séance de sport, je peux laisser tomber. L'élan du départ retombe. La motivation s'épuise et l'envie de faire un pas supplémentaire disparaît. Ce découragement ne vient pas du manque d'envie initiale, il vient du sentiment d'être dépassé, de ne pas réussir à tenir sur la durée, de ne pas être à la hauteur de ce que vous vous étiez promis. Et petit à petit, vous renoncez, non moins par choix que par fatigue intérieure, avec l'impression que l'effort finalement demandé est trop grand par rapport à votre énergie disponible. Après le découragement, arrive l'autocritique qui s'installe assez insidieusement. Non seulement vous allez constater que la résolution n'a pas été tenue, mais vous allez rajouter un petit poison. Vous vous jugez. Vos pensées deviennent plus dures. Je manque de volonté. Je ne suis pas assez rigoureux, pas assez rigoureuse. Les autres y arrivent et pas moi. Ce qui était au départ un objectif devient un verdict sur votre personnalité. Vous oubliez le contexte, la fatigue, les imprévus et vous réduisez l'échec à une faiblesse personnelle. Cette sévérité intérieure peut être très silencieuse, presque automatique. Cependant, elle entame profondément la confiance que vous avez en vous-même. À force de vous parler ainsi, vous finissez par croire que le problème vient de vous, alors qu'il vient bien souvent d'une exigence peut-être un peu trop élevée ou pas tout à fait suffisamment ajustée. Et enfin, il y a cette petite voix, celle qui finit par s'installer quand les découragements et l'autocritique se répètent. Une voix qui ne parle plus de résolution, mais qui parle de toute votre histoire. Je n'y arrive jamais, et c'est pas la première fois. Je suis pas quelqu'un de constant. À partir de quelques tentatives avortées, le cerveau généralise et transforme une expérience ponctuelle en une identité. Et ce n'est plus « j'ai du mal à tenir cette résolution », c'est « j'ai du mal tout court ». Cette petite voix est particulièrement toxique pour l'estime de vous-même, parce qu'elle fige, elle décourage à essayer de nouveau, elle donne l'impression que l'effort est inutile. Et pourtant, elle ne devrait rien dire de votre valeur, seulement dire la manière dont les objectifs ont été posés et vécus.
Allez, je change de regard. Et si une résolution était un chemin et pas un verdict? À ce stade, une chose est importante à rappeler. Cette petite voix, dont nous parlions tout à l'heure, n'est pas une vérité, c'est une réaction. Elle apparaît quand vous avez trop souvent confondu exigence et bienveillance, performance et valeur personnelle. Le problème, ce n'est pas d'avoir échoué, c'est d'avoir interprété l'échec comme une preuve que vous n'étiez pas capable. Et si au lieu de vous demander pourquoi je n'y arrive pas, demandez-vous alors qu'est-ce que cette difficulté est en train de m'apprendre sur moi. Changer de regard, ce n'est pas renoncer à évoluer, c'est arrêter de se battre contre soi pour avancer avec peut-être plus de justesse. Dans tout ce processus, il y a une zone du cerveau qui joue un rôle central, c'est le striatum. C'est lui qui est impliqué dans la motivation, qui est impliqué dans l'apprentissage par la récompense, qui est impliqué dans la répétition des comportements. Et le striatum, rappelez-vous, il aime ce qui est familier, ce qui est prévisible et surtout ce qui apporte une récompense rapide. Lorsqu'une résolution demande beaucoup d'efforts, peu de plaisir immédiat et des résultats lointains, comme faire du sport alors que la fatigue est déjà là, le striatum, il n'y trouve pas son compte. Par contre, à l'inverse, lorsque l'action est simple, accessible et qu'elle s'accompagne d'un sentiment de satisfaction même minime, le striatum s'active et renforce l'envie de recommencer. C'est pour cette raison que les changements progressifs, les petits pas et la reconnaissance des efforts fonctionnent bien mieux que les résolutions radicales. Le cerveau n'a pas besoin d'être forcé, il a besoin d'être rassuré et récompensé pour apprendre à changer durablement. Alors, je parle beaucoup du striatum dans l'épisode 128 sur les mécanismes du cerveau. Alors, revenons à ça. Le fait de se féliciter prend tout son sens. Reconnaître d'avoir fait un effort, même petit, ce n'est pas se contenter ou se reposer sur ses lauriers, c'est envoyer un signal clair au cerveau. Ce que je viens de faire vaut la peine d'être reproduit. Par exemple, se dire « Aujourd'hui, je n'ai fait que 10 minutes de marche, cependant je suis sorti. » Ou alors « Je n'ai pas médité 20 minutes comme j'avais prévu, par contre, j'ai pris 3 respirations conscientes. » Ou encore « Je n'ai pas tout à fait comme prévu, cependant je n'ai pas abandonné. » Chaque fois que vous formulez ce type de reconnaissance, le striatum associe l'action à une récompense émotionnelle. À l'inverse, quand vous balayez vos petits efforts même minimes de « c'est pas assez » et que vous vous focalisez uniquement sur ce qui n'a pas été fait, comme une séance de sport manquée, comme ces 20 minutes de méditation que vous n'avez pas fait, votre cerveau n'enregistre aucun bénéfice à recommencer. La reconnaissance, elle va nourrir votre motivation bien plus durablement que l'autocritique. Vous féliciter, ce n'est pas ralentir le changement, c'est consolider le chemin pour accélérer progressivement le rythme. Pour comprendre ce qui permet de tenir dans la durée, les travaux d'Edouard Deci et de Richard Ryan sur la motivation intrinsèque sont éclairants. Ils montrent que la motivation la plus solide ne vient ni des injonctions, ni des récompenses externes, ni de la pression que vous vous mettez, mais du plaisir. J'en parle dans l'épisode 167. Et aussi du sens que vous trouvez dans l'action elle-même. Autrement dit, nous tenons beaucoup mieux quand nous agissons parce que nous sommes vraiment nourris et non parce que nous pensons qu'il faut le faire. Par exemple, bouger parce que cela fait du bien au corps et à l'humeur est bien plus motivant que bouger pour correspondre à une image idéale. De la même façon, méditer parce que cela apaise, même brièvement, fonctionne mieux que méditer pour cocher une case dans votre liste de to-do. Quand une résolution respecte vos besoins fondamentaux, rappelez-vous-en, vous sentir autonome, vous sentir compétent et vous sentir relié aux autres, alors votre résolution devient plus vivante, plus durable et surtout, tout ça est beaucoup moins épuisant.
Parlons encore d'un autre outil qui va vous aider à tenir vos résolutions. Vous savez, j'en parle souvent de la visualisation. Oui, c'est un outil puissant pour se motiver. La visualisation, elle fait appel à l'imagination et au sens pour se projeter dans ce qu'on souhaite atteindre. Le fait d'imaginer le résultat, les émotions associées, la fierté, la joie par exemple, c'est hyper important. Cependant, ça a aussi des limites. Par exemple, si je rêve de développer mon podcast, de toucher davantage de personnes, de recevoir plein de commentaires positifs, d'ailleurs ne vous privez pas, de lire des messages de gratitude, de sentir la reconnaissance pour la justesse du ton que j'essaye d'avoir, pour la richesse des sujets abordés, je me projette aussi dans le plaisir de rechercher des idées, de creuser des thèmes et de créer. J'anticipe donc ma joie, ma fierté personnelle. Cette visualisation positive élargit donc le champ des possibles, elle me donne de l'élan, de l'énergie, et elle me permet d'entrevoir une version positive de moi. Et pourtant, ça ne suffit pas de passer à... Et pourtant, ça ne suffit pas pour passer à l'action. Alors, comment rêver et rester lucide? Parce qu'effectivement, je peux rêver à ce que mon podcast prenne plus d'envergure, et puis je peux faire que rêver. Mais pourtant, j'ai besoin aussi de cette lucidité. Alors donc, rêver et être lucide, c'est une apparente contradiction et elle a été étudiée par la psychologue allemande Gabrielle Oettingen. Elle est spécialiste de la motivation et du changement comportemental. Elle a testé scientifiquement l'efficacité de la visualisation sur le moyen et le long terme. Elle a mis en lumière des résultats qui sont assez surprenants. Par exemple, dans ses études, les personnes qui visualisaient le plus intensément leur perte de poids étaient aussi celles qui perdaient le moins de kilos. Dans le monde étudiant, ceux qui rêvaient le plus de réussite et d'accomplissement envoyaient moins de candidatures et obtenaient des emplois moins bien rémunérés. Même dans le domaine médical, chez les patients ayant subi une opération de la hanche, ceux qui s'imaginaient récupérer le plus vite étaient, quelques semaines plus tard, capables de faire moins de pas que les autres. La conclusion est claire, la visualisation seule détend, elle rassure, cependant, elle ne motive pas durablement à agir. Alors pourquoi? Parce qu'en se projetant uniquement dans le résultat, le cerveau a l'illusion que l'objectif est déjà atteint. Il n'active donc pas l'énergie nécessaire pour affronter les difficultés. À l'inverse, se focaliser uniquement sur les obstacles peut être tout aussi paralysant. Prenons un exemple comme imaginer refaire sa cuisine ou sa salle de bain. Visualiser le résultat fait du bien, vous en conviendrez, et pourtant, ça ne fait rien avancer. Penser uniquement aux travaux, aux devis, au budget, à la poussière, aux imprévus, ça décourage tout autant. Ce qui fonctionne réellement, c'est d'associer les deux. Ressentir à quoi ressemblerait la vie avec cette nouvelle cuisine, le plaisir de cuisiner, le confort retrouvé, tout en regardant lucidement les obstacles, le temps, l'organisation, le coût, l'énergie nécessaire. C'est ce que Gabrielle Oettingen appelle le contraste mental. En tenant ensemble désir et réalité, le cerveau comprend qu'il y a un chemin à parcourir et alors il se met en mouvement. C'est donc ce mélange de rêve et de lucidité qui permet de transformer une intention en action. Alors c'est à partir de ce constat qu'est né le modèle WOOP, W-O-O-P. Plutôt que d'opposer rêve et réalité, il propose de les faire dialoguer. Alors comment? Le WOOP est donc une manière très concrète d'utiliser la visualisation sans tomber dans ses pièges en l'ancrant dans le réel et dans l'action. Le WOOP repose sur 4 étapes simples. D'abord, le W de wish, le souhait. Clarifiez ce que vous voulez vraiment, pas ce que vous pensez devoir vouloir. Puis le O, le premier O, outcome, le résultat. Imaginez concrètement ce que ce changement apporterait dans votre vie, comment vous vous sentirez et qu'est-ce que ça changerait à votre quotidien. Donc là, on est vraiment dans la partie de la visualisation positive. Puis vient ensuite le deuxième O, obstacle. Identifiez
honnêtement ce qui risque de freiner la fatigue, le manque de temps, la démotivation, les imprévus. Et puis ensuite, le P de plan. Prévoyez à l'avance une réponse simple et réaliste sous la forme « et si l'obstacle se présente, alors qu'est-ce que je fais ? Comment je peux faire pour quand même réaliser l'intention que j'avais ?» Le WHOOP fonctionne hyper bien parce qu'il prépare le cerveau à la réalité du chemin, pas seulement à la beauté de l'objectif. Le WHOOP transforme une intention floue en un plan possible, compatible avec la vraie vie et permet ainsi de rester engagé sans se mettre en échec. Finalement, les résolutions de début d'année nous en disent moins sur notre capacité à changer que sur notre manière dont nous nous parlons quand nous essayons. Le problème n'est pas de vouloir évoluer, ni même d'abandonner en chemin. Le véritable enjeu, c'est de ne plus transformer ces abandons en jugement sur soi. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne le cerveau, que vous pouvez respecter vos besoins, que vous acceptez que le changement soit progressif, imparfait et vivant, alors vos résolutions cesseront d'être des épreuves pour devenir des chemins. Peut-être que cette année, la plus belle résolution serait peut-être simplement celle-ci, avancer avec plus de réalisme, plus de douceur et avec confiance en vous-même. Et hop, je me lance. En résumé, les bonnes résolutions, 1, sont vite oubliées à cause d'objectifs mal ajustés à la réalité du quotidien et au fonctionnement du cerveau. 2, les bonnes résolutions sont abandonnées de manière répétée, alors ça fragilise l'estime de soi. Et 3, les bonnes résolutions se tiennent grâce à la politique des petits pas. À vous de jouer, chers auditeurs, la carte de 2 minutes de bonheur vous propose de nommer une résolution bien souvent abandonnée. Passez en mode expérimentation. Au lieu de vous dire « je dois », demandez-vous quel serait un petit pas minuscule que je pourrais faire cette semaine ? Quel obstacle risque d'apparaître ? Et que pourrais-je faire si cet obstacle se présente ? Puis, quand vous aurez fait ce pas, même petit, félicitez-vous. Pas pour le résultat, simplement pour le geste fait. C'est ainsi que le changement s'installe un pas après l'autre et que le cerveau vous donne envie de recommencer. La petite pouce de cette semaine nous vient de Robert Collier qui nous dit que le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Laissez un commentaire et partagez ce podcast à vos amis pour leur envoyer des bulles de bonheur. Surtout en ce début d'année. Pour recevoir les prochains épisodes, inscrivez-vous à notre newsletter sur 2minutesdebonheur.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram en cherchant 2 minutes de bonheur. Et désormais, retrouvez aussi la version vidéo sur notre chaîne YouTube 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur.